Alors que la guerre au Moyen-Orient n'en finit pas, l'Arabie Saoudite, qui tentait de rester à l'écart du conflit, a mené la semaine dernière des frappes conjointes avec les États-Unis contre des milices pro-iraniennes en Irak. Mais alors une étape dangereuse vient-elle d'être franchie, et ces frappes risquent-elles d'étendre encore plus la guerre au Moyen-Orient? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors pour bien comprendre l'enjeu de ces frappes saoudiennes, il faut revenir sur les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On va malheureusement pas pouvoir faire un cours d'histoire dans cette vidéo, mais pour faire au plus simple, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux pays sont de très importants rivaux dans la région. On a d'un côté une rivalité religieuse, l'Iran est majoritairement chiite et l'Arabie Saoudite sunnite, deux branches distinctes de l'islam, et de fait, chaque pays a tendance à soutenir des mouvements ou des gouvernements proches de leurs croyances, ce qui alimente depuis des années d'importantes tensions dans toute la région. Et en plus de ça, les deux puissances s'affrontent aussi pour être la plus influente au Moyen-Orient. Pour être très concret, le meilleur exemple de ces tensions est la situation au Yémen. Ce pays situé au sud de l'Arabie Saoudite est au cœur d'une guerre civile qui dure depuis plus de 10 ans et qui a déjà fait plus de 300 000 morts selon différents rapports. Depuis 2015, l'Arabie Saoudite a notamment pris la tête d'une coalition militaire qui a pour but de contrer les rebelles houthis soutenus par l'Iran au Yémen, mais on y revient dans quelques instants. Et c'est donc dans tout ce contexte d'importantes tensions qu'en 2023, la Chine va finalement réussir, après de nombreuses négociations, à rapprocher les deux pays. La signature d'un important accord a notamment permis une reprise des relations diplomatiques avec une réouverture respective de leurs ambassades, mais attention, les deux pays ne sont pas devenus alliés pour autant, on a assisté à une forme de détente assez historique. Résultat, au début de la guerre menée par les États-Unis et Israël depuis le 28 février en Iran, l'Arabie Saoudite, bien qu'elle ait aussi été très largement ciblée par des bombardements de représailles iraniens, est restée sur la retenue. Ici, l'objectif était notamment de ne pas entrer directement en guerre avec l'Iran, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui cherche d'ailleurs depuis plusieurs années à attirer des investisseurs étrangers, investisseurs qui pourraient largement fuir le pays si jamais une véritable guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran venait à voir le jour. Et l'autre crainte de l'Arabie Saoudite, c'est aussi que les Houthis du Yémen ne les prennent davantage pour cible en représailles. Mais finalement, je vous le disais, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont bombardé la semaine dernière plusieurs sites liés à des groupes armés soutenus par l'Iran en Irak. Selon ces mêmes groupes, une vingtaine de leurs membres seraient morts dans ces bombardements aériens. Selon l'Arabie Saoudite, ces frappes résultent de son droit à la légitime défense, alors que le gouvernement a accusé ces factions pro-iraniennes d'avoir lancé des vagues de drones contre le pays ces derniers jours. Et ce qui est marquant, c'est que c'est donc la première fois que l'Arabie Saoudite revendique officiellement de telles frappes depuis le début de la guerre de grande ampleur entre l'Iran et les États-Unis. Mais alors pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle décidé d'intervenir maintenant au vu de tout ce qu'on a dit? Eh bien en réalité, plusieurs analystes soulignent que ces bombardements interviennent à la suite d'une accumulation de nombreux événements. Javier Bordone, un spécialiste des questions de paix et de sécurité au Moyen-Orient à l'université Lancaster, cité par France 24, souligne notamment que les bombardements contre ces infrastructures et la fermeture du détroit d'Ormuz compliquent déjà le commerce du pays, mais selon lui, c'est surtout la menace des Houthis de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb qui inquiète le plus l'Arabie Saoudite. Si on sort nos cartes, l'Arabie Saoudite est entourée par deux routes maritimes essentielles pour son commerce et ses exportations de pétrole. On retrouve à l'est le détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui largement bloqué par l'Iran, et à l'ouest le détroit de Bab el-Mandeb que les Houthis menacent aussi de bloquer. Et si ces deux passages venaient à être fermés en même temps, les conséquences économiques pour l'Arabie Saoudite seraient considérables. Le pays cherche donc à tout prix à éviter ce scénario, et c'est pourquoi plusieurs observateurs estiment que ces frappes avaient en fait pour but d'envoyer un avertissement à l'Iran en bombardant des milices en Irak plutôt que directement l'Iran. L'Arabie Saoudite évite alors d'entrer en guerre ouverte contre le pays tout en envoyant un message clair: le pays est prêt à réagir face aux menaces. Maintenant attention, il s'agit là d'un objectif affiché, et de nombreux experts soulignent aussi que l'Arabie Saoudite vient de passer un nouveau cap dans l'escalade militaire, un cap qui complique davantage une guerre qui s'étend et qui pourrait donc devenir encore plus imprévisible. A noter d'ailleurs que des bombardements ont aussi régulièrement lieu entre l'Arabie Saoudite et les Houthis au Yémen. En fin de semaine dernière, l'Arabie Saoudite a d'ailleurs annoncé la création d'une coalition de défense maritime face aux attaques Houthis. À voir si ces différentes initiatives permettront de calmer la pression ou si elles vont au contraire alimenter un peu plus l'escalade. La semaine dernière, les Houthis avaient en tout cas promis une escalade totale. Et pour finir, concernant rapidement les négociations entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre, les deux pays sont toujours en discussion et les bombardements restent fréquents malgré certaines accalmies. Ce mardi, Donald Trump a de nouveau menacé de frapper le pays très fort si le détroit d'Ormuz ne rouvrait pas rapidement. On continuera de suivre la situation et je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Samy et bonjour à toutes et à tous. On commence par un point sur la guerre en Ukraine. Au moins 17 personnes ont été tuées et 44 blessées dans des frappes russes menées dans la nuit de mardi à mercredi sur Kiev, la capitale ukrainienne, sa région et sur des sites logistiques. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé 115 drones et 28 missiles balistiques. 98 drones ont été interceptés, mais aucun missile n'a pu être détruit. Face à ça, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé ses alliés à fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne pour, je cite, sauver des vies. En Russie, la région de Toula a été visée par une attaque de drones ukrainienne ce mercredi matin. Les autorités ont affirmé que 107 appareils ont été abattus
et qu'une personne avait été blessée. L'un des drones s'est notamment écrasé sur un centre logistique de Wildberries, le géant russe du e-commerce, provoquant un incendie. Plus de 4 ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les bombardements continuent de s'intensifier des deux côtés, tandis que les attaques russes sur Kiev et sa région font de plus en plus de victimes civiles. Deuxième actu, on voulait faire un point sur les incendies en France. Dans le Var, la nuit a été calme sur le feu du Gros Bessillon. Une seule reprise de feu a été constatée, puis rapidement maîtrisée. L'incendie reste stabilisé à 6300 hectares, soit environ 60% de la superficie de Paris. Ce mercredi matin, 800 pompiers et 250 engins étaient toujours mobilisés. Dans la Drôme, le feu qui s'est déclaré lundi dans le massif de Clappe a parcouru 280 hectares. Là aussi, la situation est désormais calme après une nuit fraîche et humide. 2 pompiers ont été légèrement blessés et une cinquantaine d'habitants restent évacués. En Gironde, le méga-feu de Somos, le plus important en France depuis 1949, est désormais fixé et la vigilance est repassée en orange. À noter que depuis le début de l'été, 402 personnes, dont 156 mineurs, ont été interpellées en lien avec des incendies, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Au total, 14 540 feux ou départs de feu ont été recensés pour une superficie brûlée de 120 000 hectares, soit plus de 11 fois la superficie de Paris. Troisième actu, les streamers Naruto et Safin ont été reconnus coupables ce mercredi de violences en réunion diffusées avant la mort en direct de Jean Pormanov en août 2025. Alors si vous n'aviez pas suivi, le 18 août 2025, le streamer Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Gravant, est décédé à son domicile en direct sur la plateforme Kik après un live de 12 jours au cours duquel il avait subi de nombreuses violences de la part de Safin et Naruto. Les investigations n'ont pas permis d'établir de lien entre ces violences et son décès. Le procès, qui s'est tenu à Nice, ne portait donc pas sur la mort du streamer, car l'enquête sur ce volet a été classée sans suite en février, après les conclusions de l'autopsie. Naruto et Safin étaient donc jugés pour des violences et humiliations infligées à Jean Pormanov, mais aussi à Stéphane G, alias Koudou, un quadragénaire sous curatelle, lors de milliers d'heures de live diffusés entre 2023 et 2025 sur Twitch, puis Kik. En 2024, Naruto et Safin faisaient déjà l'objet d'une enquête. Après une première garde à vue en janvier 2025, ils avaient assuré que les scènes étaient consenties et scénarisées pour faire le buzz. Ils avaient alors été remis en liberté. Et donc finalement, ce mercredi, Naruto a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 15 000 € d'amende, tandis que Safin a écopé de 18 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. Les 2 hommes sont également condamnés à 6 mois de bannissement numérique. Quatrième actu, l'un des chefs présumés de la DZ Mafia, Mehdi Laribi, qui est en fuite depuis plusieurs années à l'étranger, a été arrêté en Algérie fin juillet et placé sous contrôle judiciaire selon les informations de France Info. Originaire de Marseille, ce franco-algérien, surnommé Tic, aurait quitté la France pour opérer depuis l'Algérie puisque le pays n'extrade pas ses ressortissants selon les enquêteurs français. Alors pour le contexte, en mars dernier, la DZ Mafia a été largement fragilisée à la suite de l'opération Octopus menée en France qui avait conduit à l'interpellation de 43 personnes soupçonnées d'appartenir à cette organisation criminelle basée à Marseille. C'est dans ce cadre-là que Mehdi Laribi était visé par un mandat d'arrêt français pour direction d'un réseau de trafic de stupéfiants, trafic de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment. Mehdi Laribi a donc été placé sous contrôle judiciaire par la justice algérienne le 21 juillet. Ça veut dire qu'il reste libre, mais qu'il doit respecter des obligations fixées par la justice, comme se présenter régulièrement aux autorités ou ne pas quitter le territoire. Sur X, le ministre de la Justice français Gérald Darmanin a salué cette arrestation, qualifiant Mehdi Laribi de cible prioritaire dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Et enfin, dernière actu, un projet de ferme géante d'élevage de saumon a été autorisé ce mardi par la préfecture de Gironde. Porté par l'entreprise Pure Salmon, il prévoit la construction de 24 bassins sur 14 hectares, soit environ 20 terrains de football, sur le terminal portuaire du Verdon-sur-Mer en Gironde. L'objectif, produire 10 000 tonnes de saumon chaque année, soit environ 5% de la consommation nationale. Importé à 99%, le saumon est le poisson le plus consommé par les Français. La France consomme chaque année plus de 260 000 tonnes de saumon, soit près de 4 kilos par habitant. Sauf que ce projet est contesté par des habitants de la région et des ONG qui s'inquiètent des risques de pollution des cours d'eau et de l'impact sur les milieux naturels voisins. De son côté, l'entreprise assure que son élevage respectera l'environnement et le bien-être animal tout en créant 250 emplois locaux. En tout cas, sa construction est prévue l'année prochaine, on suivra ça. Merci beaucoup Léa et on termine avec une bonne nouvelle. Le ministère de la Santé canadien a autorisé ce mardi le géant pharmaceutique Moderna à lancer des essais cliniques sur un vaccin contre le virus de Bundibugyo, une souche rare d'Ebola. Ebola, on en a pas mal parlé ces derniers temps, c'est une maladie virale grave qui se transmet par contact direct avec des fluides corporels comme le sang ou la
la salive, elle provoque notamment de la fièvre, des vomissements et des diarrhées qui peuvent entraîner des complications parfois mortelles, et c'est donc cette souche Bundibugyo qui est à l'origine de l'épidémie en cours depuis le mois de mai en République démocratique du Congo, et même s'il existe un vaccin contre certaines souches d'Ebola, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre Bundibugyo à ce jour, qui a d'ailleurs jusqu'à présent fait plus de 1800 morts en République démocratique du Congo selon les autorités locales. À noter qu'aucun cas de la maladie Ebola n'a été recensé au Canada, mais il s'agit donc du deuxième pays à donner son autorisation pour lancer ce type d'essai après le Royaume-Uni. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, merci encore de nous suivre chaque jour sur YouTube et en podcast audio, mais aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram ou encore sur notre format newsletter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à demain.